Bonjour, le temps qu'il fait le 22 septembre 2023. Alors vous avez peut-être reconnu le titre générique que je donnais à mes vidéos à partir de, ça fait longtemps, à partir de 2008 quand j'ai commencé d'en faire, titre générique que j'utilise de temps à autre quand je fais un panorama de l'actualité internationale, ce que je n'ai pas fait depuis un certain temps. Alors aujourd'hui on va parler effectivement de la France, des États-Unis, du conflit, plutôt de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, on va parler des BRICS et on va parler de la Chine, donc effectivement un panorama assez vaste. Alors, on commence par la France parce qu'il y a un article dans le Monde hier qui parle d'un livre qui exacerbe la rivalité entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Pourquoi est-ce que ce livre aurait cet étrange pouvoir? Parce qu'il s'agit d'un livre sur l'histoire du conflit politique en France, écrit par Thomas Piketty et Julia Cagé. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce qui redonnerait l'espoir à la gauche? Des bizarreries comme le fait que c'est un gros livre, hein, 862 pages, je l'ai pas encore lu. Des bizarreries comme le fait que les gens votent communiste au niveau local et puis votent Front National, excusez-moi, Rassemblement National quand ils votent au niveau national, des choses de cet ordre-là. Euh, Pourquoi est-ce qu'à mon sens, ça ne... Bon, alors, voilà, ça montre qu'il reste un électorat qui parfois vote à gauche, mais il s'agit, comme disait l'autre, de le reconquérir si on veut, si on veut en faire quelque chose pour la gauche, pour qu'il y ait des représentants de la gauche au pouvoir. Pourquoi est-ce que le problème est beaucoup plus compliqué? Le problème est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a en arrière-plan un problème tout à fait général, ce qui s'appelle, on peut appeler ça l'empreinte écologique de l'espèce humaine. Moi j'appelle ça, selon l'expression classique des écologistes, voilà, des scientifiques de l'écologie depuis les années 1960-1970, j'appelle ça la question de la capacité de charge de l'environnement par rapport à l'espèce humaine, à la capacité de charge. L'espèce humaine a dépassé de loin sa capacité de charge de son environnement et toute tentative de faire marche arrière aurait dû débuter, on nous donne des chiffres ici et là, mais certains, les optimistes disent c'est à la fin du XVIIIe siècle quand on a commencé à utiliser le charbon de manière massive comme une source voilà, d'énergie pour se chauffer, pour commencer à alimenter les premières machines à vapeur. Ça, ce sont les optimistes qui nous disent qu'on aurait dû changer de cap à la fin du XVIIIe siècle. Les pessimistes, ces jours-ci, nous disent ben non, c'est quand on a inventé l'agriculture. Voilà, les carottes étaient cuites. On pourrait imaginer que, voilà, que les gens à la fin du XVIIIe siècle, c'est quoi? C'est un certain nombre de générations, ça nous fait quoi? Allez, disons 10 générations à vue de nez, que c'est encore des gens un petit peu comme nous. Mais, euh, mais les gens du néolithique, voilà, nos ancêtres qui ont inventé l'agriculture, là, on ne peut pas dire qu'on aurait beaucoup d'influence là-dessus. Alors, comment est-ce que les partis politiques s'affrontent sur ce type de problème? Ils proposent des solutions, mais des solutions véritablement radicales, ce serait d'absorber le CO2 ou d'empêcher, voilà, de faire diminuer la surface de la Terre en diminuant l'ensoleillement. Ce sont des techniques d'abord qu'on ne sait pas faire, et puis pour le moment on ne peut pas les faire à l'échelle industrielle, et en plus on ne sait pas du tout si ça ne provoquerait pas des catastrophes encore beaucoup plus graves. Alors on est dans un environnement où certains ont décidé, comme M. Rishi Sunak, Premier ministre d'Angleterre, certains ont décidé que le problème était insoluble et donc on ne va pas le résoudre. Et il vient de faire sauter des mesures, voilà, disparition du pétrole comme source, en tout cas principale, d'énergie au Royaume-Uni. Il vient de déplacer ça de 2030 à 2035. Il vient d'accorder, je crois que c'est 150 permis de forêt de nouveau en vue du pétrole. C'est-à-dire, bon, des gens comme lui jettent simplement l'éponge. Ça provoque un tollé, mais oui, ça provoque un tollé, voilà. Donc, difficulté pour les partis de gauche de manière générale, c'est qu'on ne connaît pas la solution au vaste problème qui est celui
Alors, on peut débattre, est-ce qu'il restera 800 000 personnes à la surface de la Terre? Bon, donc une réduction par un facteur de 100. Est-ce qu'on pourra quand même vivre avec 800 millions d'êtres humains à l'arrivée, c'est-à-dire une réduction par un facteur de 10? Bon, ça fait quand même beaucoup de monde à éliminer, à faire disparaître d'ici là. Qu'est-ce que la gauche peut faire de plus que la droite? Il faudrait qu'elle change entièrement ses programmes. Les programmes que la gauche a à l'échelle internationale, ce sont des programmes encore absolument réformistes de changement ici et là, comme des réformes massives pour 2030, en sachant de manière réaliste que ce serait pour que 2050, quelle température est-ce qu'il fera autour de nous à ce moment-là, on ne sait pas, mais ça risque d'être pas très brillant. Alors, ce problème-là, bon, problème, j'allais dire insoluble, pas facilement soluble, c'est pas, voilà, bon, la gauche n'a pas de solution miracle par rapport à la droite, et si elle les avait, il faudrait d'abord qu'elle les inscrive dans ses programmes. Et comme ça ferait les vagues, comme ça ferait les mécontents, c'est pas d'ici, on n'est pas la veille de voir ça dans les programmes politiques. Par ailleurs, dans un climat où des problèmes insolubles ne sont pas résolus, ça exacerbe bien entendu les conflits entre personnes, les tendances populistes de droite à dire c'est probablement mon voisin du coup qui est responsable puisque c'est manifestement pas moi. Moi j'utilise pas vraiment de pétrole, bon je dois bien les travailler, bon je dois bien partir parfois en vacances, bon je dois bien, etc. Donc c'est moi, mon voisin qui est absolument responsable de tout ça et comme il a une tête qui me revient pas, c'est probablement lui. Plus, bon alors situons quand même le problème dans son contexte général. Dans des pays comme nous, deux religions qui s'affrontent, une sous la forme zombie, comme dit mon ami Emmanuel Todd, c'est-à-dire bon, le christianisme est là en arrière-plan, les gens vont plus à l'église, les gens ne s'occupent plus de ça, ils connaissent plus ce qu'il y a dans le catéchisme, enfin bon, ça reste, je dirais, le cadre général pour l'éthique, pour la représentation de ce que c'est une vie humaine, etc., même si on ne parle plus trop de savoir ce qui se passera quand on sera au paradis plus tard, ça reste le cadre général, voilà, le cadre chrétien d'une société comme la France, la Belgique, voilà, la Suisse, le Québec et ainsi de suite. Ça reste le cadre général et dans ce cadre-là, une population musulmane importante. Alors là, qu'est-ce qui joue? Là aussi, c'est un truc comme le néolithique, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Quand est-ce qu'on a commencé à lire le livre sacré des chrétiens? On a commencé à le lire à partir de Gutenberg, à partir du moment où on a pu imprimer des Bibles, et tout de suite, deux camps se sont apparus. Ceux qui lisaient le texte et qui disaient merde, ça dit pas du tout ce que les prêtres nous racontent. Ils sont devenus protestants. Je simplifie un petit peu, vous allez m'engueuler à ce propos-là, mais enfin bon, vous comprenez de quoi je parle. Ils sont devenus protestants. Les autres sont restés catholiques. Ceux qui lisaient toujours pas savaient uniquement ce qu'on leur disait à la messe sous forme des lectures dominicales. Ils se sont massacrés pendant un certain temps, là aussi, au moins un gros siècle. Puis tout ça a retombé, puis finalement les gens sont pas retournés à l'église. Qui est-ce qui lit la Bible aujourd'hui? Parmi les gens que je fréquente, il n'y a que les athées qui lisent la Bible. Les autres connaissent quelques versets ici et là du fait du catéchisme. Mais de l'autre côté, on a une religion dont le livre sacré s'appelle la récitation. Voilà, depuis le début, c'est un texte qu'on récite. Depuis le début, les musulmans connaissent le texte de leur livre sacré. Et non seulement ça, mais ils connaissent un message qui se trouve au centre de ce livre sacré, c'est le prosélytisme. Alors, qu'est-ce que c'est un mot qu'on a perdu un peu de vue. C'est quoi le prosélytisme? C'est convaincre les autres de rejoindre la religion.
et qu'un jour notre religion sera triomphante, un jour tout le monde sera de cette religion-là. Voilà. Alors, le prosélytisme du côté des chrétiens zombies, est-ce que vous passez beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens de devenir chrétiens, une religion à laquelle vous croyez plus qu'à moitié? Non, bien entendu que non. De l'autre côté, si, c'est non seulement le prosélytisme est au centre du livre, mais aussi le crime d'apostasie. C'est un crime de quitter l'islam si vous êtes musulman. Et souvenez-vous des versets sataniques de Salman Rushdie, c'est un devoir, ça peut être dans certaines lectures, je dirais, militantes et radicales du livre, ça peut être considéré comme un devoir d'éliminer l'apostat. Celui qui ne croit plus à la religion, il y a une certaine caution au fait de son élimination. Bon, alors on est dans des pays où on a de côté une religion qui existe essentiellement sous sa forme zombie, qui n'a jamais été véritablement une religion du livre, où les gens de cette religion-là n'ont lu que de manière tout à fait occasionnelle ou tout à fait anecdotique leur livre sacré. Une religion où le livre sacré s'appelle la récitation. Il faut le réciter, il faut le connaître. De préférence, il faut le connaître par cœur. C'est le livre et le message est au centre. Et il n'est pas oublié. Il n'est pas oublié par les croyants. En plus, je dirais un petit peu un carcan de type policier. Si vous quittez cette religion, vous n'êtes plus vraiment en sécurité parce que l'apostasie est interdite. Voilà. Alors, dans des pays comme les nôtres, c'est quelque chose qui est là en arrière-plan. Ça peut revenir sous la forme du foulard, abaya, je ne sais quoi, etc. Mais il y a ce sentiment. Du côté des gens de la religion zombie qui ne sont pas protégés contre d'autres gens qui peuvent être ultra minoritaires dans le pays, ça n'a pas d'importance, mais qui sont des gens encore du prosélytisme, des gens qui essayent encore de faire triompher par divers types de moyens qui peuvent être, je dirais, absolument non violents, bien entendu, mais qui peuvent être violents aussi, de convaincre les autres de rejoindre leur religion. Voilà. Alors, est-ce que la gauche est bien armée contre ça, pas contre ça, mais à traiter ce problème? Voyez, faites une recherche Google sous le titre de, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, le gaucho-islamisme, quelque chose comme ça. Vous allez voir que la gauche n'a pas un discours cohérent sur une question comme celle-là. C'est pas facile, bien entendu, mais enfin, il faudrait réfléchir à ces problèmes-là de manière systématique. Comment résoudre le problème de la disparition de notre espèce et comment résoudre la question de deux communautés en présence, dont l'une a encore un discours militant prosélyte et l'autre ne l'a plus. Bon, voilà, il faudrait mettre les cartes sur table et s'occuper de ces questions-là. Je ne veux pas dire militairement, je ne veux pas dire sur le plan policier, mais essayer de résoudre le problème au moins sur le papier et de proposer des choses dans ce sens-là. Alors, voilà ce que je voulais dire pour la France. Pour les États-Unis, je vais aller très vite. D'un côté, un ex-président, M. Trump, qui a tenté un coup d'État qu'il a raté, mais il est inculpé de tous les côtés, mais il peut gueuler de tous les côtés aussi sans difficulté en disant on mettra en prison tous ceux qui sont contre moi, je renverserai toutes les mesures qui sont prises pour me désavantager. Fais gaffe à ta gueule si tu dis quelque chose contre moi quand il y aura un procès, etc. Alors on entend quelques bruits en arrière-fond en disant il ne devrait pas dire ça, etc. Mais en même temps, il peut le dire en toute impunité. Pourquoi? Parce qu'il est un ancien président. De l'autre côté, on a un président qui est beaucoup trop vieux, excusez-moi, si vous avez mon âge et si vous avez le sien, beaucoup trop vieux, enfin il a quelques années en plus, de plus encore que moi, qui veut se représenter et qui surtout n'a pas été capable d'élever ses enfants. Je l'ai dit dès qu'on a parlé de M. Hunter Biden. Vous me dites parfois vous ne parlez jamais de M. Hunter Biden. J'ai parlé de M. Hunter Biden dès qu'on a parlé de M. Hunter Biden, le fils du président. Un président, bon, c'est comme tout le monde, hein, il faudrait quand même vous arranger pour que vos enfants ne soient pas des gredins. Ça reflète pas bien sur vous, comme on peut dire, le fait que vous êtes incapable d'élever vos enfants et qu'ils se conduisent
très mal, et que puis ensuite ça rejaillit sur vous. Bon, je suis d'accord avec Monsieur Garland qu'il n'y a probablement pas de système de justice aux États-Unis. Mais enfin bon, ça présente pas bien quand on doit se taire, quand on vous interroge, est-ce que votre fils est un gredin de telle et telle manière, de devoir parler d'autre chose, regarder au ciel, et ainsi de suite. Voilà, on ferait mieux. Bon, élever des enfants, c'est pas donné, Et comme disait Freud, avec le métier de psychanalyste et celui d'enseignant, c'est le plus difficile du monde d'être parent. Mais enfin, il y a quand même moyen de faire plus ou moins bien. Voilà, il y a moyen de faire très mal et il y a moyen de faire très bien, et ça c'est pas mal de se trouver au milieu quelque part, dans un juste milieu. Donc ça c'est les États-Unis, mal barré, pas plus qu'ici on essaye de résoudre les problèmes d'ordre général. Si Madame Ocasio-Cortez est à la tête d'une grande manifestation contre le pétrole, elle a raison de le faire, mais enfin bon, à l'échelle du pays on n'a pas encore vraiment grand-chose non plus. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, on est dans une situation maintenant de type guerre de 14, enfin oui, en 1915, en 1916, un front plus ou moins bloqué. Chaque camp compte sur la désespérance du camp d'en face, essaye de miner la croyance du camp d'en face dans ses dirigeants. Ça ne va pas avancer en tout cas très vite de ce côté-là. Des conflits vont apparaître bien entendu entre alliés. Il y en a, ça date d'hier ou avant-hier, entre la Pologne et l'Ukraine sur la question, voilà, des réserves de blé, des choses de cet ordre-là. Chacun attend le pourrissement du camp d'en face, c'est absolument pas brillant. La Russie fait partie des BRICS, voilà, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc. On nous a dit l'autre jour, c'est formidable, les BRICS apparaissent voilà comme un autre camp qui met l'autre KO, etc. Oui, c'est pas donné d'avance là non plus. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'il y a la Chine et l'Inde qu'on pourra jamais réconcilier sur aucun type de problème. On nous dit oui, mais regardez, c'est quand même, voilà, du point de vue de population, du point de vue peut-être pas de l'économie mondiale, mais enfin voilà, ça représente beaucoup de monde, c'est très important les BRICS. Ouais, sauf que le système financier, voilà, le marché des capitaux à l'échelle mondiale n'est pas encore prêt du tout à reconnaître l'existence de ces BRICS. Pourquoi? Le dollar, monnaie de réserve, 60%, l'euro c'est de l'ordre de 20%, on est déjà à 80%, le Japon c'est 5,7 quelque chose, la livre sterling c'est 4,7, on était donc à 80 plus 10, on est à 90, il reste pour les autres, à tout casser, il reste 10% du marché des capitaux, voilà, des devises de réserve. Ils sont pas, même en se mettant tous ensemble, ils sont pas sortis d'affaires sur le plan financier. Et quand on pense à la Chine, on va vous dire, la Chine va mal pour des raisons économiques. Il y a ce marché de l'endettement qui est catastrophique en Chine. Il y a tous ces projets immobiliers qui ne donneront absolument rien. Il y a un problème démographique. Ils ont fait la politique de l'enfant unique et c'était peut-être pas une idée excellente parce que maintenant ça leur tombe dessus parce que leur population est en train de s'écraser de manière considérable. Mais si j'ai l'impression personnellement que la Chine est en grande difficulté, c'est pas pour ces raisons-là. J'ai une raison de rechange et qui est où se trouvera ma conclusion et peut-être une conclusion un petit peu étonnante. Pourquoi est-ce que la Chine est en difficulté? Parce que pour le moment, et ça vous savez que je consacre la plupart de mon attention à ça, il y a une révolution qui est en train d'avoir lieu. Cette révolution, on peut l'appeler sous son terme, le terme qu'on utilise depuis longtemps, la singularité, le dépassement
de l'intelligence de l'homme par celle de la machine. Bon, alors, j'ai rappelé l'autre jour que ce dépassement de l'homme par la machine, du point de vue de l'intelligence, il avait lieu en 1642, donc là aussi, il faut pas trop s'affoler. C'était avec l'invention par Pascal de la machine à calculer, voilà, qu'on appelait ensuite la pascaline en son nom. À partir de ce jour-là, une petite machine calculait beaucoup mieux que l'être humain, sans faire d'erreur. Bon, enfin, on n'a pas attaché trop d'importance à ça, mais ce qui s'est passé le 30 novembre de l'année dernière et qui a été confirmé, c'était le 14 mars de celle-ci, c'est que d'un point de vue tout à fait général, la machine maintenant était plus intelligente que l'homme. Très modestement, j'en tire parti tous les jours, je veux dire très modestement, parce que je pose des questions à une machine qui en sait beaucoup plus que moi, et j'en tire parti dans mes écrits. Bon, cette vidéo n'a pas encore été faite par une machine, elle a encore été faite par moi, mais il y a pas mal d'informations, voilà, que j'utilise, et surtout des cadres de réflexion qui sont produits par cette machine. La Chine, ça rime, essaye de rivaliser avec les États-Unis pour être la première puissance d'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce qu'elle n'y arrivera pas dans le cadre actuel? Et c'est là que se trouve la conclusion surprise, parce qu'il n'y a pas assez de liberté individuelle dans le pays. On est obligé de brider la machine de manière tout à fait considérable, et on doit... C'est déjà le cas pour les GPT, Generative Pre-trained Transformers, qu'on utilise en Occident. C'est déjà un petit peu embarrassant d'abord que la machine doive répéter comme un âne qu'elle n'est pas intelligente du tout, que c'est vous, l'utilisateur, qui est beaucoup plus intelligente qu'elle, contre toute évidence, mais aussi on lui a mis pas mal quand même de politiquement correct à l'intérieur, des choses qu'elle ne peut pas dire. Je pose parfois des questions et on me dit, voilà, vous enfreignez la politique de la maison sur les machines. Bon, c'est une certaine restriction, mais elle n'est pas, bon, voilà, elle a un petit côté woke qui est très irritant, mais elle n'est pas de l'ordre de ce qu'on fait en Chine, où il y a tellement de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Comment voulez-vous produire une intelligence artificielle qui soit vraiment intelligente, et que s'il faut la brider de manière absolument massive, ça la rend tout à fait inefficace. Les Chinois, s'ils ne changent pas leur politique de ce côté-là, ils sont absolument cuits dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle. Il y a, je dis rarement du bien du marché. Le marché, c'est pas mon copain, le profit non plus, mais il y a quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là en Occident. On le voit ces jours-ci. Quand un producteur de machines intelligentes le bride trop du côté du politiquement correct, il y a un concurrent qui le bride moins, et vers lequel on peut se tourner dans ce cas-là pour avoir des réponses moins contraintes. Donc il y a là, de ce côté-là, quelque chose je dirais, de positif, de même que dans les libertés individuelles. Ça fait longtemps qu'on ne pouvait pas dire, je dirais que j'ai pas dit, ça fait très longtemps que personnellement j'ai pas dit du bien de démocratie à l'européenne, mais là, messieurs, dames, si vous voulez vraiment tirer parti de l'intelligence artificielle, et que vous n'utilisez pas, vous ne vous renvoyez pas aux libertés individuelles, à la possibilité de dire des choses comme elles sont. Déjà que c'est pas très brillant chez nous, mais enfin si on fait encore bien pire, ça va pas dans la bonne direction. Pourquoi j'hésite à propos de nous? C'est parce que vous le savez, je le répète, voilà, depuis des années, nous avons, à la place d'une science économique, nous avons un discours idéologique, dogmatique, entièrement faux, et donc on ne doit pas être trop crié en disant que nous sommes des génies. Nous avons, dans un domaine tout à fait important, le domaine de l'économie, de la finance, nous dispensons encore dans les écoles un savoir entièrement faux, alors qu'un certain nombre de gens savent qu'il est entièrement faux, bien entendu. On a des prix Nobel d'économie, tout ça, on a toute une machinerie qui va dans la mauvaise direction, mais le fait est quand même que nous avons été plombés depuis très longtemps par le fait de la production systématique d'un discours faux, et en sciences économiques, et pour ce qui est de la théorie financière. Voilà.
un petit mot en faveur de continuer à faire que les idées puissent être émises, que les gens qui les émettent ne soient pas mis en prison, même s'ils sont des journalistes. Suivez mon regard pour l'actualité en France. Voilà, un petit point de l'actualité, le temps qu'il fait le 22 septembre 2023. À bientôt.